La conclusion est faite donc par Jacques Attali sur le thème donc de l'État, en réalité, dont l'État post-crise. Je vous remercie. C'est un grand plaisir d'être de nouveau à Aix et surtout de conclure faire la conclusion d'une réunion à laquelle je n'ai pas participé, ce qui évidemment rend particulièrement simple le résumé et la synthèse. Mais on m'a raconté un peu ce qui a été dit et évidemment c'est un sujet qui est un grand défi pour la science économique que de savoir quel peut être le rôle de l'État post-crise. Pour deux raisons. La première, c'est que nous ne sommes pas sortis de la crise, donc pourquoi parler de post-crise? Et deuxièmement, parce que l'État en tant que tel est en train de changer totalement de nature. Je voudrais replacer ceci dans un contexte dans lequel la théorie économique nous invite ici à réfléchir, qui est double. D'abord, je dirais d'un mot, qui sont les économistes qu'on peut considérer comme importants pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les Walrasiens et tous ceux qui vont avec sont très intéressants parce qu'ils renvoient à l'étude d'une économie sans État. Et au fond, c'est ça qu'est l'économie mondiale aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire humaine, on a en effet une économie sans État. Et c'est là où les théories walrasiennes, une fois de plus, s'effondrent, puisque trop souvent, ils oublient de considérer que l'économie walrasienne ou l'économie de marché pure et parfaite ne fonctionne pas s'il n'y a pas de droit de propriété, et qu'un droit de propriété, ça ne tombe pas du ciel, il faut, pour le faire respecter, une police, une justice, bref, un État. Et donc, pas d'économie sans État qui puisse fonctionner sans un État. C'est d'ailleurs ce qui est bien en train de se jouer à l'échelle mondiale. Non seulement il y a les imperfections des marchés qui font qu'on arrive, comme le prévoyait la théorie, à un sous-emploi des facteurs, mais en même temps, comme il n'y a pas d'état de droit, on arrive à un développement de l'économie criminelle. Et donc nous sommes forcément dans une économie walrasso-criminelle planétaire. J'ai souvent dit d'ailleurs que s'il y avait un pays qui ressemblait à un modèle de ce qu'on est en train de voir à l'échelle mondiale, c'est le seul pays qui fonctionne depuis 15 ans sans État, c'est la Somalie. Et donc le processus de globalisation d'aujourd'hui, c'est un processus de somalisation de la planète, avec une prise de pouvoir croissante, sauf à mettre en place une régulation globale par les mafias. Et l'économie illégale et criminelle qui se développe souvent de façon parfaitement légale par le biais de ce qu'on appelle le shadow banking ou les paradis fiscaux, toutes sortes de choses. Deuxième monde théorique, le monde schumpeterien, qui en effet devrait être le grand maître à penser d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans un univers de fantastique progrès technique, de fantastique liberté, de fantastique esprit d'entreprise. Je préside à une très grande organisation de microfinance et nous aidons à travers le monde des millions de micro-entrepreneurs. On voit en effet une dimension schumpeterienne en train de naître, mais malgré tout, là encore, sans gouvernance, sans règles, sans système, le processus ne se développe pas, et en particulier l'alchimie extrêmement difficile à théoriser. Je pense en particulier aux travaux de Philippe Aghion sur la relation entre l'innovation, la recherche et l'appareil d'État sont aujourd'hui centrales. Et une des raisons pour laquelle l'Europe aujourd'hui est en train de peiner, c'est sur cette absence de structuration de l'innovation. La troisième axe théorique, évidemment, c'est l'axe keynésien. On y est à plein, évidemment. On est dans une situation extraordinaire où il n'y a plus d'État, mais il y a quand même des dettes, ou de plus en plus, et dans une situation très particulière où il y a à la fois, je l'ai dit, un déferlement de l'économie dans lequel l'État est très faible, mais en même temps, pour des raisons profondes de théorie économique, une part croissante du PIB mondial qui est en train de passer par les prélèvements obligatoires. Prélèvements obligatoires privés ou publics, j'entends prélèvements obligatoires, tout ce qui porte impôts, cotisations, mais aussi primes d'assurance, puisque les primes d'assurance, pour l'essentiel, sont obligatoires soit par la loi, soit obligatoires par les mœurs. Et quand on regarde
ce qui est en train de se passer. Il y a une assurantisation, ou en tout cas développement du processus d'assurance qui prend une part croissante du PIB, qui doit d'ailleurs sortir du vocabulaire classique, puisque on parle en France en particulier de prélèvements obligatoires alors que c'est des primes d'assurance, on parle de charges alors que ce sont des primes d'assurance, charges sociales, et en fait le vocabulaire devrait plutôt être autour du discours sur le développement d'une société de l'assurance, avec tout ce que ça implique comme surveillance technologique, basculement du pouvoir vers les compagnies d'assurance privées parce qu'elles sont globales, et à la différence des processus de sécurité sociale qui sont nationaux, il y a donc dans la globalisation un développement du processus d'assurance. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi une croissance de l'économie criminelle, au fond, si on y réfléchit bien, sous réserve de ce que les assureurs ici présents ne bondissent pas trop, il y a une forme d'assurance légale qui sont les compagnies d'assurance, et il y a une forme d'assurance illégale qui s'appelle le racket. Les deux sont « je paye pour être assuré ou rassuré ». Et les deux sont en train de se développer à des vitesses dépendantes de l'état de droit. Mais naturellement, nous sommes en réalité dans une économie de la dette qui est une économie de la croissance de la dette comme substitut à la réponse. Ce n'est pas une société keynésienne. Nous sommes dans des États mythomanes qui se croient capables de régler les problèmes, mais qui en fait ne font que les reporter, dans la vieille histoire, tradition de la dette publique, qui renvoie toujours au même comportement qu'on connaît chacun d'entre nous quand on est confronté à une mauvaise nouvelle, ou l'annonce d'une menace, on dit toujours « pas moi, pas ça ». C'est ce que font les États quand ils voient arriver une crise, « pas moi, pas ça », on attend, et quand on attend, naturellement, on n'augmente pas les impôts, on ne réduit pas les dépenses, et on attend que ça se règle. Parfois, ça se règle. Dans la conception judéo-chrétienne, qui envahit l'Occident et qui, au-delà de l'Occident, envahit le monde, il y a cette idée qu'il y a un sauveur, le Messie, tradition fondamentale, qui renvoie à l'idée que, après tout, tout finit par se régler. Et quand on regarde la conception, la version enfantine du paradigme judéo-chrétien, c'est-à-dire la traduction dans la mythologie américaine, c'est le western. Dans le western, vous avez les cow-boys qui sont attaqués longuement par les Indiens, et puis à un certain moment, on entend les trompettes de la cavalerie, et la cavalerie arrive, et les cow-boys sont sauvés. C'est ça qui se joue aujourd'hui dans la société américaine comme dans la société européenne, avec plus ou moins de chance de vérité. Dans la société américaine, parce que la cavalerie est toujours arrivée, elle est arrivée au moment par le progrès technique, schumpeterien est arrivé par le moteur électrique, par le moteur explosion, par le moteur électrique, par le microprocesseur. Souvenez-vous ce qu'on disait en 1980 quand on disait que les États-Unis étaient en déclin. Aujourd'hui, ils accumulent des dettes, mais au fond, dans l'inconscient collectif, il y a à la fois le Messie et la cavalerie. Et en attendant, il y a vraiment la cavalerie bancaire, qui est la vraie machine à faire fonctionner nos sociétés. C'est pour ça que je pense qu'au-delà de Walras, au-delà de Schumpeter, au-delà de Keynes, le vrai théoricien de nos sociétés modernes, le vrai maître à penser de l'économie d'aujourd'hui, c'est M. Madoff. C'est vraiment lui qui a pensé le système d'aujourd'hui, dans lequel nous assistons, aux États-Unis comme en Europe, par refus de mettre en place une gouvernance sérieuse, nationale ou continentale pour ce qui est de l'Europe, et mondiale encore plus, par mythomanie générale, justifiée aux États-Unis par l'histoire. Encore une fois, on en est à l'accumulation de la dette. Forcément, à un moment, quelque chose va se passer. Tout se passe, si je prends une autre métaphore, comme si nous étions tous en train de construire un magnifique gratte-ciel avec des technologies fantastiques sur des sables mouvants. Reste à savoir si on saura stabiliser les sables mouvants ou si l'immeuble s'effondrera de fait. En réalité, aujourd'hui, les guerres des monnaies sont révélatrices de ce que, comme nous l'avons vécu en Europe, le monde ne peut pas durer sans quelque chose comme un système monétaire mondial.
Et à l'intérieur de l'Europe, l'Europe ne peut pas garder son système monétaire sans se doter d'un système fédéral, comme les États-Unis l'ont su le faire quand, en 1790, après avoir tenté un système confédéral européen entre 1776 et 1783, ils se sont rendus compte, vers 1790, que les États-Unis allaient s'effondrer s'ils n'étaient pas capables de mettre en place une défense, et pour ça d'avoir un budget, pour ça d'avoir une capitale et un budget et des bons du Trésor. Chose qui, comme l'histoire l'a bien appris, a été mise en place en un seul soir, un dîner qui a eu lieu le 27 juin 1790 à New York entre Jefferson, Madison et Hamilton, qui n'avait lu aucun économiste, à ma connaissance, mais qui étaient des hommes extrêmement cultivés, on connaît tous ce dîner, et qui ont décidé ce jour-là de créer les conditions d'un État fédéral et de bons du Trésor. Aujourd'hui, pour ce qui est des États-Unis, chacun sait ce qu'il faudrait faire, sans doute réduire les dépenses, augmenter les impôts, mettre de l'ordre dans les finances publiques et créer les conditions de continuer l'extraordinaire machine à attirer les talents et à développer l'innovation, rester une société schumpeterienne, et pour l'Europe, passer à un étage fédéral qui est la seule façon de laisser survivre l'euro, n'est pas en bricolant une solution grecque puis une solution portugaise qu'on y arrivera, ça s'effondrera. Le seul problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on a, à ma connaissance, ni Jefferson, ni Madison, ni Hamilton pour se réunir autour d'un dîner. Ce qui renvoie d'ailleurs, je crois, au fait qu'aujourd'hui, le moment est pour les économistes de faire le diagnostic et de dire, il faut une gouvernance mondiale sérieuse qui donne un vrai pouvoir aux institutions internationales de mettre de l'ordre et qui ne renvoie pas sous l'apparence des photos du G20 la réalité du pouvoir à un shadow banking complètement hors de contrôle, de plus en plus hors de contrôle, mais vraiment mettre en place un système. Au niveau européen, de même, passer à un étage fédéral. Et comme toujours, l'histoire nous apprend que ces choses-là, on sait qu'il faut les faire, mais en général, on les fait après les crises et pas à la place des crises. Je dirais même, on les fait après les guerres et pas à la place des guerres. On avait pensé la Société des Nations en 1910, on l'a fait en 1920, et très mal. On avait pensé le marché commun en 1928, on l'a fait bien plus tard. On avait pensé les Nations Unies et on l'a fait trop tard. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire. Il faudrait très simplement à l'échelle mondiale fusionner le G20, le Comité monétaire du Fonds monétaire et le Conseil de sécurité. Ça peut se décider au cours d'un dîner, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou au cours d'une réunion du G8 ou du G20. Ça peut se décider en quelques heures et quelques jours et on a l'amorce véritable d'une gouvernance mondiale. Il faut que les États-Unis mettent de l'ordre dans leurs comptes. Il faut que progressivement apparaisse un système monétaire mondial du type du système monétaire européen entre les principales monnaies mondiales. Ce n'est pas si difficile, on l'a fait en Europe et c'est aujourd'hui pratiquement en état de marche dans le monde implicitement. Et il faut que les Européens, s'ils ne veulent pas être les perdants de l'histoire, décident de passer à l'échelon fédéral, de se doter de bons du Trésor, d'un ministre des Finances, d'un gouvernement, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie.